La situation en Haïti est au cœur des préoccupations de la communauté internationale, mais la démission du Premier ministre Ariel Henry et l'annonce d'un gouvernement de transition sont-elles la solution à une crise politique, économique et sécuritaire majeure? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Barthélémy Bolivar. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Vous êtes un citoyen haïtien engagé, vous résidez au Manitoba, vous êtes analyste de la situation qui prévaut dans votre pays d'origine. D'abord, sur cette démission d'Ariel Henry, est-ce qu'elle est la conséquence d'une mauvaise gestion politique du pays? Bon, écoutez, c'est un constat d'échec après 30 mois qu'Ariel Henry a pris le pays en charge. Normalement, il a été nommé par le président Jovenel Moïse juste avant son assassinat, 2 jours avant. Il est oui parce qu'il n'est pas encore inculpé, qu'il lui-même a participé d'une certaine manière ou a eu vent ou savait exactement ce qu'il tramait quelque part par rapport à cet assassinat malheureux de Jovenel Moïse. Il a pris les rênes du pouvoir, essayant de temps en temps de donner espoir aux partis politiques pour faire les élections. En principe, il y aurait eu 90 jours pour organiser des élections dans le pays, selon la loi mère du pays, selon la Constitution, ce qu'il n'a pas eu la possibilité de faire, mais ce qu'il n'a pas fait, pour toutes sortes de raisons. Alors, pour moi, cette démission arrive à un moment où il doit constater son échec, et en fait, il est poussé à démissionner, en fait. Il faut aussi l'admettre, il est poussé à démissionner. Vu les circonstances, il est empêché, il ne peut pas entrer dans le pays. Il a même fait appel aux États-Unis pour l'amener de force, et les États-Unis refusent de déployer des Marines, des soldats américains pour le faire retourner au pays, vu la violence, l'état de violence dans le pays. Mais après à peu près 10 jours, où le pays est censé on me dit, en mode autopilote, donc c'est le temps qu'il... Alors justement, M. Bolivar, qu'est-ce qui explique cette escalade de violence qui contraint les populations et même les organisations? Et il y a un état de fait. Donc, par rapport à Haïti, on dit qu'il y a à peu près 600 000 armes de poing et armes de guerre entre les mains des bandits dans une population d'à peu près 12 millions d'habitants. Alors, vous comprenez, quand vous avez un système judiciaire qui est assez faible et un État presque en faillite, avec des armes qui sont partout. Donc là, vous avez quand même un genre de poudre à canon. Donc vous avez quand même un volcan en effervescence qui peut exploser n'importe quand. Alors c'est explosé, mais il y a quand même un contexte. Le contexte, c'est qu'il faut comprendre que ces gens qui sont dans les ghettos en Haïti, qui sont dans les bidonvilles, n'ont pas la possibilité de se donner des armes de poing ou de guerre de 5 000 $ américains. Okay? Entendons-nous. Donc, ces armes viennent de quelque part. Et s'ils utilisent des munitions, des balles, qui coûtent aussi plusieurs dollars américains, et continuent de les utiliser pendant comme 2-3 jours, ils doivent se ravitailler. Alors, est-ce qu'il faut négocier avec ces gangs ou alors il faut les combattre en les considérant comme des instruments au service des personnes tapies dans l'ombre en Haïti? Familles en Haïti qui font le commerce des armes en Haïti. Donc, la première chose serait normalement d'écrouer ces gens-là qui font ce commerce et qui bénéficient de ces genres de transactions, de toute une entreprise illégale d'armes et de crimes. D'ailleurs, vous avez vu, je ne sais pas si vous le savez, c'est que le Canada et les États-Unis ont même pris des sanctions, sanctionné certaines personnes qui disent qu'ils ont des relations avec ces gangs-là. Donc, juste pour vous dire... Des sanctions diplomatiques ciblées, mais pour autant, elles n'ont pas changé la situation sur le terrain. Non, rien n'a changé. Du moins, il y a des sanctions par rapport à des sanctions économiques. Donc, c'est-à-dire geler les biens de ces gens qui feraient affaire avec ces gangs-là. Deuxièmement, les empêcher de voyager. Mais sur le terrain, ça continue. Le commerce continue. Le commerce de l'armement. Donc, juste pour vous dire et parler de cette violence en Haïti, c'est en fait, je dirais, la faiblesse ou la conséquence normale ou la logique normale de tout ce qu'on a eu, premièrement, comme armes distribuées dans le pays illégalement. Deuxièmement, un système de justice qui est comme rendu à genoux. Et troisièmement, une pauvreté vraiment extrême. Alors, quand vous faites ce diagnostic, est-ce qu'on peut donc sécuriser Haïti sans résoudre l'épineux problème de la pauvreté qui mine le pays?
Premièrement, il y a plusieurs façons d'aborder ce problème. Il n'y en a pas qu'une façon. Mais ça va nécessairement passer par une certaine justice sociale. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui sont armés et à un certain moment, ces gens-là ne vivent vraiment sous le seuil de la pauvreté ou bien de manière infrahumaine, comme on peut le décrire, qui n'ont rien à manger chaque jour. Donc, en fait, ces armes-là peuvent surtout servir à la criminalité ambiante. Et n'importe qui, mal placé, peut être victime d'une balle n'importe quand. Donc, il y a premièrement un problème un système de justice qui doit être là pour finir avec l'impunité, et ce, à plusieurs niveaux, que ce sont ceux qui sont dans la vitrine, qui apparaissent en première ligne avec les armes. Deuxièmement, tous ceux qui bénéficient de ce commerce. Est-ce que vous pensez que le Kenya a certes suspendu sa mission en attendant le Conseil présidentiel de transition? Est-ce que ce Conseil peut permettre de ramener la sérénité au sein de la population haïtienne et pouvoir conduire le pays vers une nouvelle gouvernance? On parle normalement de conseil politique de transition inclusive. Donc, si c'est vraiment inclusif, donc ça va avoir une légitimité populaire. Et si c'est accepté auprès de la population, normalement, les choses devraient s'apaiser. Cependant, il n'y a aucune solution qui passerait à côté, normalement, des forces qui sont armées en Haïti. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, pour le moment, je pense que la police haïtienne, bien encadrée, et l'armée d'Haïti peuvent normalement tenir tête et garder un certain climat de paix, pourvu qu'il y ait une certaine gouvernance. Donc, ceci dit, et puis je vais vous le rappeler, il y a à peu près vendredi soir où des groupes armés essayaient de prendre d'assaut le palais national. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient victimes. Donc, c'est juste pour vous dire que la police haïtienne n'est pas comme nulle ou totalement désemparée par rapport à l'assaut des gangs. Il y a quand même une certaine capacité interne de cette police-là de répondre de manière efficace, mais il va falloir un certain leadership et une certaine, je dirais, une certaine direction claire de ce que le pays devra prendre dans les prochains jours. Merci Barthélémy Bolivar pour ces explications. Merci, Cédric.